de monnaie sociale qui émerge dans les années 80. Donc maintenant, il y a presque 30 ans, en fait, en 83 à Vancouver, sur l'île de Vancouver au Canada, avec le premier Let's de l'histoire, ce qui en France va donner par la suite les SEL. Et donc on a une première génération de systèmes qui émergent à ce moment-là. Et qui sont généralement des structures de type association dans lesquelles les gens échangent des biens, des services ou des savoirs à partir d'une monnaie interne et qui, selon les cas, a pris une dimension plutôt conviviale ou d'échange convivial ou de lien de proximité que des échanges économiques. Donc premier type de dispositif à partir du Canada qui se répand ensuite dans le monde anglo-saxon puis en Europe continentale dans les années 80 et surtout 90. Cette première génération trouve aussi d'autres traductions, en Amérique latine notamment, sous la forme du trueque argentin, donc des systèmes dits de troc, qui fonctionnent de manière un peu différente des SEL, puisqu'on a des billets qui sont utilisés, des bons qui sont utilisés, mais qui renvoient à peu près aux mêmes logiques. Donc une première vague, qui a culminé, je dirais, avec le trueque argentin. Et puis, une deuxième génération émerge à partir des années 80 encore, mais un peu plus tard. Et c'est une sorte d'adaptation du principe des SEL ou des LETS en se centrant sur le temps. Et ce sont des banques de temps. Donc on a des échanges qui sont uniquement des échanges de services et dans lesquels on comptabilise les échanges par le temps qui a été consacré faire l'échange. Ça émerge d'abord aux États-Unis. Alors il y avait des antécédents au Japon depuis une quinzaine d'années, mais apparemment il n'y a pas de lien entre les deux. Et puis ça s'étend par la suite dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, etc. Et l'une des manifestations récentes et assez innovantes des banques de temps, c'est le système de l'accorderie qui a été créé il y a quelques années à Québec, au Canada. Troisième génération, c'est un peu plus tard, c'est à partir du début des années 90, avec la monnaie d'Ithaca, une petite ville de l'État de New York, aux États-Unis. Et cette monnaie d'Ithaca fonctionne différemment du LETS. D'ailleurs, initialement, le projet était de faire un LETS, et puis ça n'a pas duré. Il y a eu des complications. Enfin, ça ne correspondait pas à l'objectif recherché. Et ce qui a été mis en place, c'est une monnaie locale avec des billets circulant dans la communauté, avec une application significative des acteurs économiques locaux, des commerces, des petits producteurs, etc. Et donc là, on est face à une troisième génération, au sens où on a une autre ambition économique, clairement, avec d'autres outils. Et cette troisième génération a connu par la suite des transformations, des adaptations, en Europe avec les systèmes allemands, les régios, enfin une bonne partie des régios, en Amérique latine avec le Banco Palmas, les banques communautaires à partir de cet exemple de Fortaleza, les Transition Towns, à mon sens, font partie de cette troisième génération. Et puis un certain nombre de monnaies qui se développent en France depuis plusieurs mois, et dont beaucoup sont encore en projet, renvoient aussi à cette troisième génération. Il y a, à mon avis, une quatrième génération qui émerge, qui est plus compliquée à mettre en œuvre, qui est lourde techniquement et financièrement, et qui correspond à des projets complexes. Et dont on peut trouver en France un exemple dans le cadre de la monnaie sol. On a là quelque chose qui a nécessité beaucoup d'argent, beaucoup de partenariats socio-économiques avec des entreprises, des organisations de l'économie sociale et solidaire, des collectivités locales, un financement européen, etc. Et dans ce cas, on a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qui existait auparavant. C'est donc une innovation particulièrement forte. En termes d'extension, il est difficile de cumuler tout ça parce que les logiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, une monnaie
comme la monnaie sol, doit, pour fonctionner correctement, avoir plusieurs milliers d'utilisateurs, alors qu'un sel peut se contenter d'une centaine d'utilisateurs, voire un peu moins. Donc il est difficile de cumuler tout ça. Simplement, grosso modo, si on veut avoir vraiment une idée de l'étendue actuelle, ça correspondrait à peu près à 3 000 à 4 000 dispositifs dans le monde, sur une cinquantaine ou une soixantaine de pays maintenant, et sans doute plus de 500 000 personnes qui y participent. Oui, il y a des vagues, effectivement. Pour prendre le cas des sels ou des lets, on s'aperçoit que après une petite période de maturation, qui n'est pas forcément très longue, il y a une sorte d'extension de boom. En France, c'était entre la fin 94 et l'année 98, disons, où on passe de 0 à 300 à peu près dispositifs, avec aussi un écho médiatique. Et donc pas mal de gens qui prennent connaissance de ces dispositifs, qui sont intéressés et qui deviennent adhérents, qui utilisent ces monnaies, etc. Donc il y a des phases de boom, effectivement. Et puis il peut y avoir ensuite du tassement et voire de l'effondrement ou de la disparition pure et simple pour certains. Le cas de l'effondrement, c'est celui de l'Argentine, après un boom extraordinaire, donc qui est lié à des conditions particulières qui étaient celles d'une catastrophe dans tous les domaines, économiques, sociales, politiques, au début des années 2000. Donc un boom d'abord, vraiment très important, plusieurs millions de personnes utilisant ces monnaies, mais au bout de quelques mois, en 2002, ces dispositifs ne disparaissent pas, mais connaissent une chute aussi extraordinaire. Donc il peut y avoir, il y a des raisons propres au trueque argentin pour avoir connu cette extension et cette chute très forte. Mais effectivement, il y a dans l'histoire, l'histoire récente des monnaies sociales, complémentaires ou autres, il y a ce genre de cycle, si on veut employer ce terme qui n'est peut-être pas forcément très adapté, mais il y a des phases d'extension et puis des phases de stagnation, voire de rétraction, de contraction. Je dirais que ce qui peut durer le moins longtemps, ce sont les dispositifs les plus lourds, parce que l'échec est assez rapide à voir. Et aussi parce que les dispositifs lourds financièrement exigent des ressources extérieures, et si les ressources disparaissent, par exemple une collectivité locale cesse d'aider financièrement un dispositif, ce dispositif peut disparaître purement et simplement au bout de quelques mois, quelques années, etc. Il y a eu des cas comme ça avec le système nous, Sparpass à Rotterdam au début des années 2000. Donc un problème de changement de majorité politique à Rotterdam et qui a conduit à arrêter purement et simplement le projet. Et puis d'autres cas qui sont par exemple les cas de banques de temps italiennes qui ont été dans les années 90 souvent articulés aux municipalités et qui ont subi aussi le désintérêt ou les retournements politiques de ces municipalités dans un certain nombre de cas. Bon, il y a 3 grandes finalités pour présenter les choses de manière un peu synthétique. Effectivement, il y a une dimension sociale, une dimension économique, une dimension environnementale. Les 3 pouvant être combinés d'ailleurs. Mais certes, en général, les dispositifs qui sont mis en place visent plutôt l'un ou l'autre, ou quelques-uns de ces objectifs, pas tous à la fois. Le côté social, ça renvoie plutôt à l'idée de développer du lien social à l'intérieur d'un groupe, qui peut être une communauté de quartier, des liens intergénérationnels, etc. Et ça, on va le trouver notamment dans les objectifs des premières et deuxième générations. La deuxième génération, c'est-à-dire les systèmes de temps, vise particulièrement ce type de liens sociaux. Les dispositifs de première génération, donc autour des sels, des lets, du trueque, sont un peu plus complexes peut-être, ou visent aussi parfois des objectifs économiques, mais la dimension sociale est très importante.
La dimension économique, on va la trouver surtout dans les troisième et quatrième générations, c'est-à-dire les systèmes qui prennent la forme d'ailleurs de papier circulant, hein, donc à Ithaca, le Chiemgauer en Allemagne, le Banco Palmas, etc. Donc il y a vraiment l'idée de soutenir l'activité économique locale au travers de producteurs locaux, de commerces locaux, etc. Donc une dimension économique ancrée dans la localité. C'est aussi la logique d'ailleurs des Transition Towns. Et la quatrième génération de dispositifs peut aussi poursuivre un objectif économique plus ou moins important. Le sol, par exemple, pouvant être utilisé en particulier pour développer des activités qui renvoient à des valeurs particulières, mais qui sont ancrées dans un espace local. Et puis la dimension environnementale, bien qu'elle soit affirmée en particulier alors dans les logiques de sel, les logiques de monnaie de la troisième génération et puis celle de la quatrième génération, je pense qu'on les voit surtout à l'état de potentialité pour l'instant dans la troisième génération, c'est-à-dire les Transition Towns ont cet objectif-là, hein, créer de la résilience dans les communautés locales ou dans les territoires à l'égard de crises climatiques, énergétiques, etc., par le biais du développement de production locale, il y a une dimension environnementale, mais c'est pas... Il me semble pour l'instant que c'est plutôt à l'état de potentiel. Reste à voir si ça fonctionne vraiment. Et puis la quatrième génération, autour du sol ou du système Noes-Parpas à Rotterdam, peut avoir des objectifs qui sont très précisément environnementaux. Le système Noes de Rotterdam visait précisément à orienter ou réorienter les pratiques des consommateurs, des citoyens locaux, vers des pratiques plus vertes. Par exemple, apporter ses déchets à la déchetterie, être rétribué pour cela dans des points utilisables dans le réseau, etc. Donc les objectifs environnementaux quand ils sont placés au premier plan, il me semble que c'est surtout dans les dispositifs de quatrième génération. On n'a pas beaucoup d'études là-dessus. En fait, il y a des études, mais elles n'envisagent pas la question de l'impact d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, sur certains dispositifs comme les LEDs, ce que cela produit ou cela a produit dans des cas particuliers, etc. En termes de création d'emplois, le constat est très faible, hein, enfin, de création très très faible d'emplois, directs a fortiori. On n'a pas d'études multidimensionnelles de l'impact de ces dispositifs. Alors c'est tout l'intérêt d'un certain nombre de travaux qui commencent à se développer depuis pas très longtemps. Autour de cette mesure de l'impact. On ne sait pas non plus comment mesurer véritablement. Donc il y a plein de choses à faire. Ce que l'on peut dire de manière assez générale, c'est que pour l'instant, en l'état actuel des choses, les dispositifs existants ont relativement peu d'impact économique, relativement peu d'impact environnemental aussi. L'impact social me semble plus avéré, en particulier du côté des CEL, LETS et puis banque de temps. Il y a des freins déjà dans la constitution même de ces dispositifs qui tiennent notamment aux représentations que chacun a de la monnaie et qui tiennent au fait que tout le monde pense, de moins en moins peut-être, mais bon, en tout cas, on peut partir de cette idée selon laquelle tout le monde pense en général que la monnaie c'est l'affaire du pouvoir, c'est l'affaire de l'État, et que en conséquence les citoyens n'ont rien à faire avec ça. Et donc dès qu'on parle, moi je vois bien quand on parle à des étudiants, qu'on présente ce type de dispositif, hein, le type de réaction qui revient de manière assez systématique, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ça ne pose pas un problème par rapport à la souveraineté, etc. Simplement, c'est un frein qu'il faut lever quand on veut mettre en place un dispositif de ce type pour
tout simplement mettre autour de la table un nombre suffisant de personnes, voire d'institutions, d'organisations, etc., et lancer un dispositif. Et donc il faut réencastrer la monnaie dans la société et dans des formes de démocratie. Après, il y a d'autres freins qui tiennent à la base militante des dispositifs. Cette base est nécessaire, au sens où on ne peut pas lancer des dispositifs provenant de la société civile sans une base de militants qui sont acharnés au travail et qui ont une capacité de conviction des autres. Après, la réussite et l'extension de ces dispositifs suppose d'aller au-delà. Et donc on peut avoir en fait une sorte d'enfermement dans le militantisme qui pourrait être l'un des freins ou l'un des dangers que guettent les systèmes de monnaie sociale locale complémentaire. Là, je pense que les CEL, par exemple, n'ont pas vraiment réussi à aller au-delà d'une base de militants associatifs ou de personnes déjà sensibilisées aux questions qui sont portées par les CEL. Et il y a d'autres freins ensuite qui tiennent sans doute à la vision que les pouvoirs publics, les entreprises, etc. peuvent avoir de ces dispositifs. Quel peut être leur rôle? Toujours la même question, est-ce que c'est légal ou pas? Est-ce qu'une entreprise va y gagner? Une entreprise ayant des contraintes de rentabilité ou de retour sur investissement, etc. Bon, la question qui se pose immédiatement pour elle, c'est qu'est-ce que ça m'avance d'avoir dans mes caisses de la monnaie locale? Est-ce que ça ne va pas être trop compliqué, etc. Donc il y a ce genre de frein qu'il faut faire sauter par action de conviction, mais bon, évidemment, au départ, il faut avoir pensé correctement le dispositif pour qu'effectivement on arrive à convaincre. Les dispositifs qui ont émergé à partir des années 80, donc en particulier les CEL et les LETS, c'était des dispositifs légers qui ne nécessitaient pas beaucoup de ressources, mais qui pouvaient quand même avoir un intérêt pour les politiques publiques en termes de développement de quartier, de développement de biens sociaux, etc. Par la suite, tous ces dispositifs présentent des intérêts évidents pour les collectivités locales, j'entends au moins les collectivités locales. Et donc il y a un intérêt à ce qu'elles soient présentes. D'autant plus lorsque financièrement ça n'est pas supportable par une association. S'il faut employer quelqu'un, il faut trouver de quoi salarier une personne. Donc c'est le cas d'un certain nombre de banques de temps par exemple. Et la solution tient à l'embauche par une collectivité locale d'une personne qui va organiser en fait les échanges à l'intérieur de la communauté. Il y a d'autres types de financement, qui peuvent passer par des fondations, par exemple, ou d'autres types d'organisations. Mais donc, en fait, dès qu'il y a nécessité de financement extérieur, l'articulation aux collectivités locales cette question se pose. Et elles-mêmes, me semble-t-il, peuvent avoir un intérêt à promouvoir ou à soutenir des initiatives. Toute la question étant, à un moment donné, quelle est leur véritable place? Il me semble que pour que ces dispositifs aient un sens, il faut qu'ils soient construits de manière participative. Et donc les collectivités, locales ou autres, ne peuvent pas être simplement ordonnatrices. Sinon, ça enlève en fait toute ambition citoyenne à la construction de ces systèmes. On n'est plus que dans le cas de politiques publiques mises en place pour les citoyens, mais en amont par des structures qui les regardent de haut. Je n'ai pas d'exemple précis à donner. Moi, les exemples qui me viennent sont des exemples ambigus, en fait, dans lesquels le retournement de majorité peut produire des effets désastreux. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les dispositifs, pour croître, nécessitent la confiance des utilisateurs.
Et cette confiance ne peut pas être fournie si on pense que dans 2 ans, dans 3 ans, etc., le dispositif va se casser la figure parce que le principal soutien va disparaître. Donc ça pose un problème. Et à ce titre, le cas de la Corderie est assez intéressant parce que donc ce système, imaginé d'abord à Québec, dans la ville de Québec, a été monté à partir d'un partenariat avec 2 fondations. Et le point de départ, enfin l'un des points importants de départ, c'était de s'assurer qu'il y aurait une pérennité des financements. Sans pérennité de financement, pas de développement possible à moyen long terme. Hein. Donc on fait un coup comme ça, puis ça disparaît. Donc la question de la pérennité des financements est vraiment très importante. Et c'est vrai qu'en conséquence, le rôle des collectivités locales, bien que intéressant, voire potentiellement majeur pour le développement de ces systèmes, peut aussi, à l'inverse, provoquer des problèmes et empêcher le développement. I got a mind to love you.